Nous allons poursuivre donc avec une nouvelle table ronde au cours de laquelle donc nous allons faire un zoom sur les structures qui sont adaptées aux personnes malades jeunes. On en a beaucoup parlé déjà ce matin. Et donc je vais appeler à me rejoindre monsieur Jean Dautry, qui est président de l'association Espoir Alzheimer et Handicap Neurologique, Nathalie Hervé, donc qui est directrice de territoire à la Fondation OVE et qui va nous parler des maisons de Crolles, et Aurélie Ajouk, qui est coprésidente de l'association MANA. Donc bienvenue à tous les trois. Votre parole est attendue parce qu'on sait que le sujet des malades jeunes soulève beaucoup de questions. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir. Prenez place. Et donc, monsieur Jean Dautry, on va commencer par vous. Est-ce que donc vous pouvez nous présenter votre association, l'association Espoir Alzheimer et Handicap Neurologique? Pourquoi l'avoir créée? Merci en tout cas de m'inviter, en particulier au président Espoir de France Alzheimer. Écoutez, c'est toute une histoire. Alors, je vais être très court là-dessus, mais elle est importante. J'ai passé ma vie professionnelle à m'occuper de personnes handicapées mentales, à créer des structures associatives et il se trouve que dans un de mes foyers, il y avait un malade jeune. Il était handicapé intellectuel, mais malade jeune. Il n'a pas été possible de le garder. Il avait des troubles du comportement tels que l'équipe n'était pas en mesure de le gérer. Donc, il se trouve que je connaissais un peu par hasard Geneviève Larocque, pour ceux qui l'ont connue. L'histoire remonte à 20 ans, excusez-moi, je suis un peu jeune. Et Geneviève Larocque me dit, écoutez, vous avez qu'à demander à ma documentaliste, vous allez trouver des places en France. Enfin bon, je reviens la voir tout de suite, je lui dis, écoutez, il n'y a rien, zéro place. Alors, j'ai dit, elle me dit, écoutez, il n'y a qu'à faire des structures, allez-y, je vous soutiens. Et l'histoire est partie de ça. Mais j'avais une petite culture quand même de l'accueil des personnes handicapées. Et je suis occupé aussi de maison de retraite. Mais quand même, trouver une structure, trouver un modèle qui puisse s'adapter. On a mis 1 an à créer un réseau, à circuler partout en France, à rameuter tous les professeurs, et en particulier le professeur Dubois, qui nous a soutenus dans un comité scientifique, pour enfin imaginer une structure qui puisse correspondre à ces malades. Parce que dès le départ, on ne pensait pas du tout à l'EHPAD, insuffisamment médicalisé pour ce profil. Donc voilà l'histoire. Et puis donc on a créé, il y a 10 ans maintenant, le foyer qui est c'est pas infâme, ça se dit plus maintenant, c'est EAM, spécialisé, dédié aux malades jeunes, à Cesson 77 à côté de Melun. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel accompagnement et quelle prise en soin vous proposez à ces personnes malades jeunes, parce que c'est important. Oui. Alors vous savez, pourquoi Espoir Alzheimer? Parce que c'est évidemment l'espoir de guérir, trouver un jour un médicament, le remède un peu miracle. On va peut-être y arriver. Mais espoir de donner du confort de vie à ces personnes et de retarder l'évolution de la maladie. On a trouvé une étude, je crois, allemande. C'est sur notre site. Absolument inconnue en France, qui démontrait scientifiquement des retards de la maladie, des effets de la maladie de 5 ans jusqu'à 5 ans par des thérapies non médicamenteuses. Alors, thérapie non médicamenteuse, on l'a évoqué ce matin, tout le monde connaît la musicothérapie, l'art-thérapie, mais il y en a une centaine, savez-vous. Environ 100 techniques de thérapie non médicamenteuse. Et on s'est dit, voilà, il faut que ce projet-là, il puisse intégrer ces thérapies. Donc, du coup, il y a cette dimension, j'allais dire, médico-sociale, mais il y a également une dimension médicale. Parce qu'on se rend compte, ça c'est l'expérience de 10 ans de pratique donc sur cette résidence, que les besoins médicaux sont colossaux. Et quand j'entends parler
j'entendais le gouvernement parler de dire ah ben non, on va pas refaire de structure, il y a quelques années à peine, hein, de structure dédiée aux malades jeunes. On va plutôt ouvrir des unités spécialisées en EHPAD. D'ailleurs, ce sera plus proche, vous voyez l'argument. En réalité, que nenni. Ces personnes, au début de la maladie, n'ont pas forcément besoin d'un environnement médical extrêmement intensif, pas plus que nous à un certain âge, etc. Mais très rapidement, parce que la maladie évolue rapidement, en 7 ans environ. Très rapidement se greffent des maladies intercurrentes. Et donc il faut suivre, prévenir ces maladies. Il faut suivre les traitements, les effets des traitements. Il faut un médecin qui s'y connaisse suffisamment. Il faut des infirmiers. Sur l'établissement à Cesson, il y a une infirmière H24. Donc ça fait au total, hein, c'est pas la même qui travaille tous les jours, hein, ça fait 6 infirmières. Donc besoins médicaux importants. Et puis il y a une autre dimension qu'il faut pas oublier, c'est que l'annonce de cette maladie dans une famille et chez ces personnes qui sont en pleine explosion d'âge, de projets professionnels, familiaux, sociaux, etc., vient donner un coup d'arrêt. Le projet de vie s'arrête, il faut en créer un autre. Et l'établissement est là pour aider, avec la famille, à reconstruire un projet de vie qui soit un projet social, de relations sociales, qui corresponde à la personne, de ses envies, de refaire en fonction de sa maladie, de l'évolution de la maladie. Donc projet social, médical, médico-social, pour faire très vite, hein. Merci beaucoup et bravo. Moi, j'ai juste une dernière question. Si on devait repartir là tout à l'heure avec un message, quel serait-il? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Alors, ce message, c'est aujourd'hui, on en discutait avec mes collègues là de Crolles. On comptabilise à peu près 3 structures en France, 3-4 à peu près. Ça correspond à tout casser à 70 places. Le nombre des malades jeunes, on dit que c'est 30 000. Nous, on est convaincus que c'est beaucoup plus. Mais bon, si on compare avec des études internationales, 30 000, 70. Il n'y a pas photo. On a eu la chance de rencontrer, de monter, alors c'est pas du tout dans ma culture, un business, dont je ne suis pas du tout actionnaire, mais simplement un peu à l'origine, qui consistait, ça s'appelle Pierre Val Santé, c'est une SCPI de la santé qui fonctionne très très bien, et ces personnes voulaient nous aider pour financer les projets de construction. Donc on avait tout l'argent du monde pour construire. C'est quand même pas rien, contre un loyer évidemment. On a eu des terrains. On a eu des projets très concrets qu'on a présentés aux autorités à Reims, à Lyon, ensuite des projets sur Bordeaux, Toulouse, etc. Tous ont été refusés. Donc il faut créer des établissements dédiés. Aujourd'hui, ça fait 10 ans quand même de combat, créer des établissements dédiés localement. Avec le président Jaouen, on évaluait à au moins un établissement par département, et on pourrait dire plus, parce que c'est des structures qui vivent avec 30 résidents. Donc 30 par 100 départements, ça fait 3 000, à comparer à 30 000. Bon. Donc voilà, il faut lancer un appel aux politiques, aux politiques de santé, parce que c'est une prise en charge de la santé. Et si vous permettez juste un dernier mot, on est extrêmement prudent sur l'habitat partagé dont on a entendu parler ce matin, pour la simple raison que, d'abord, très rapidement, les besoins médicaux sont tels que ce n'est pas la médecine de ville, même si elle est en parfait état à l'endroit où vous vous implantez, qui va répondre aux problèmes. Voilà, j'ai répondu un peu. Absolument, merci beaucoup et je pense qu'il y aura des questions dans le cadre du débat. Nathalie Hervé, donc vous allez nous parler des maisons de Crolles. Donc là aussi, peut-être avant d'en venir à l'actualité, est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide historique ? Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup aussi à Monsieur le Président pour cette invitation et je suis ravie de pouvoir vous présenter les maisons de Crolles et l'équipe mobile. Donc pour faire un bref historique des maisons de Crolles, donc elles sont
Ces maisons de crawl ont ouvert en 2016. Elles sont à l'initiative de Madame et Monsieur Prévost, l'association Amadiem, qui a été touchée de près par une maladie apparentée à Alzheimer, et qui s'est questionné de se dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme modèle d'accompagnement adapté pour des personnes jeunes et la famille. Et également, ça tombait au niveau du calendrier sur le même temps que le plan Alzheimer 2008-2012 qu'on a cité ce matin. Et donc, le plan Alzheimer 2008-2012 présentait une mesure, la mesure 18, qui demandait de l'innovation pour accompagner les personnes jeunes. Et c'est dans ce cadre-là que les maisons de crawl ont été inscrites. Il y a eu l'ARS de l'Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil départemental de l'Isère se sont saisis de ce projet, ont fait un appel à candidature, un appel à projet plus spécifiquement. La fondation OVE a répondu à cet appel à projet et donc est le gestionnaire des maisons de crawl. Donc une ouverture, je vous disais, en 2016. Donc 2 maisons avec vraiment une volonté d'être sur une approche domiciliaire, vraiment dans une logique domiciliaire, tant au niveau de l'architecture que du projet d'accompagnement, et aussi sur une approche non médicamenteuse, ou tout du moins de mettre vraiment un accent sur cette approche non médicamenteuse. Donc ça se traduit par une architecture vraiment adaptée, qui sont comme des maisons. En fait, si peut-être vous avez déjà vu sur les réseaux les maisons de crawl, c'est 2 grandes maisons, comme une grande coloc sur un rez-de-chaussée, un premier étage, avec vraiment un aménagement comme chez soi, des cuisines ouvertes où les personnes peuvent librement aller dans le frigo, prendre un yaourt, peuvent se déplacer, il y a des escaliers, des cheminées. Le mobilier est vraiment comme chez soi et on vient gommer tous les marqueurs médicaux et institutionnels pour vraiment créer cette logique domiciliaire. Donc bien évidemment, les professionnels travaillent en civil, on vient rendre tout ce qui est en lien avec le médical le plus discret possible. Donc on va faire autrement que d'utiliser des chariots de médicaments. On va être vraiment discret sur tout ce qui peut renvoyer en tout cas l'institution et qui va rendre le lieu de vie le plus acceptable et le plus domiciliaire pour les habitants et les familles. Et aujourd'hui, on accompagne 32 habitants. On a plusieurs modalités d'accompagnement, de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire et alors un EAM aussi, un établissement d'accueil médicalisé pour les personnes qui viennent vivre définitivement aux maisons de crawl. On travaille aussi sur Madame la ministre l'abordait tout à l'heure, la question de l'autodétermination. On vient travailler vraiment sur le pouvoir d'agir de la personne et qu'elle puisse décider à quel moment elle souhaite s'installer aux maisons. C'est quelque chose de très important pour venir réduire l'anxiété, l'inquiétude et qui pourrait se traduire par ce qu'on pourrait appeler des troubles du comportement. Donc on travaille vraiment sur cette progressivité avec des séjours d'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, de venir s'installer progressivement pour après venir définitivement vivre aux maisons. Alors, c'était une expérimentation, c'est ça au départ ? C'est ça, tout à fait. Donc, c'était une expérimentation dans ce cadre-là de la mesure 18 qui était sur de l'innovation. Donc, une ouverture en 2016. Et là, à l'issue des 8 ans d'expérimentation, alors de nombreuses évaluations ont eu lieu aux maisons de crawl pour venir mesurer l'impact de l'accompagnement auprès des habitants. Donc, on parle d'habitants. On fait attention aussi à notre vocabulaire pour ne pas être discriminatoire et ne pas porter de jugement ou de représentation sur les personnes. Donc du coup, cette expérimentation qui a pris fin en 2023 à travers différentes évaluations, dont la dernière qui a été pilotée par nos autorités de tarification et de contrôle, donc l'ARS et le conseil départemental, et qui ont conclu sur l'intérêt, en tout cas l'impact positif de la prise en soin, de l'accompagnement au sein des maisons de crawl, avec une étude scientifique qui a également démontré le ralentissement des troubles cognitifs et aussi du déclin, en tout cas du déclin cognitif et du déclin fonctionnel, une meilleure qualité de vie pour les habitants et aussi de venir limiter la culpabilité auprès des familles. Donc un retour quand même relativement positif par rapport à ce dispositif, ce qui a permis un passage en droit commun. Merci beaucoup. On y reviendra peut-être là aussi dans le cadre du débat, mais peut-être quelques mots sur la nouvelle expérimentation que vous venez de lancer. Alors, tout à fait. Donc, du coup, à l'issue de ces maisons de crawl, ces 8 ans d'expérimentation ont permis de tirer des enseignements.
Après, je pense qu'on pouvait aussi les avoir à l'esprit sans forcément passer par les maisons de Crolles, mais on voit bien, on l'a abordé à plusieurs reprises, qu'on manque de dispositifs pour accompagner les personnes jeunes. Donc, on a eu une opportunité aux maisons de Crolles et au sein de la Fondation OVE en 2023 d'être approché par un philanthrope, un mécène qui voulait bien soutenir un projet novateur, innovant aussi, mais pas une troisième maison, quelque chose d'autre en fait, pour nous permettre de nous mettre à l'exercice et de voir si ça avait du sens et si le projet était pertinent. Donc, en 2023, on a travaillé sur la mise en place d'une équipe mobile dédiée à la personne jeune, qui viendrait vraiment en soutien de la personne atteinte d'une maladie Alzheimer ou maladie apparentée, de ses proches, y compris des enfants, parce qu'on a bien vu, nous, aux maisons de Crolles, que l'impact familial que peut avoir cette maladie sur la cellule familiale et sur les adolescents, et de venir aussi accompagner et soutenir les professionnels qui, à domicile, peuvent des fois être démunis, en tout cas, de comment accompagner la personne, avoir la juste pratique, être vraiment ajusté par rapport aux besoins de la personne et de son environnement. Donc, on a écrit un cahier des charges. Le mécène a soutenu notre projet. On a été chercher quelques autres mécènes pour pouvoir vraiment structurer le projet au mieux. Et donc là, on a une équipe mobile qui est mise en place depuis janvier 2025 sur une expérimentation de 3 ans, donc uniquement sur des fonds propres, mécénat et fondation OVE, et qui sera suivie d'une étude scientifique pour voir aussi, pour venir mesurer l'impact positif, on peut l'imaginer quand même, positif de cette équipe, et du coup derrière peut-être imaginer pouvoir la rendre pérenne. Merci beaucoup Nathalie Hervé, bravo là aussi. Aurélia Jouc, on va passer donc à l'association Mana. Donc est-ce que vous pouvez nous la présenter, et là également pour quelles raisons vous l'avez créée et qui l'a créée, parce que vous n'êtes pas toute seule, hein, je pense que vous êtes venue avec du renfort. Oui, c'est ça. Donc merci à tous pour votre présence et pour cette invitation également. Donc moi je suis cadre de santé et avec 2 autres collègues et amis professionnels, nous sommes rendus compte, nous travaillons dans un EHPAD et nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de personnes jeunes, c'est-à-dire tout juste 60 ans, qui, voire avec des âges des fois un petit peu inférieurs, qui étaient en demande de rentrer en EHPAD, et on s'est rendu compte qu'on n'avait vraiment rien à leur proposer parce que ça n'allait pas avec l'âge des personnes qui étaient déjà accueillies. Donc on a fait des recherches, on s'est rapproché de Nicole Poirier qui est la fondatrice des maisons de Carpe Diem au Canada, et dans ces recherches-là, nous sommes arrivés aux maisons de Crolles qui se trouvent dans l'Isère, et donc c'est sur ce modèle-là que nous nous appuyons pour développer notre projet en région PACA, dans les Bouches-du-Rhône exactement. On a la chance d'avoir le maire de Cabannes, Gilles Mourgue, qui nous donne un terrain pour pouvoir construire nos 2 maisons, puisque notre projet consisterait à accueillir 2 maisons pouvant accueillir 12 personnes chacune. Avec aussi la possibilité d'accueillir des amis de personnes malades. Hein, voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est un peu, comme en plus les maisons de Crolles, le projet a fait ses preuves. Donc avec ce parcours progressif, c'est-à-dire avec de l'accueil de jour, de l'accueil temporaire, jusqu'à ce que la personne se sente vraiment à l'aise, ainsi que sa famille, pour pouvoir être accueillie de façon permanente, avec un lieu commun, une cuisine ouverte. Le principe en fait est de leur donner envie de rester. Pour être le mieux possible et le mieux accompagné. Et donc, vous pouvez nous parler du coût et de là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, on a compris que vous aviez le terrain, mais c'est un projet qui représente combien de millions d'euros et avec quel soutien ? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup de millions, mais avant d'en arriver vraiment là, en fait, on est soutenu par la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Brigitte Devézin, ainsi que par le professeur Gabel, le professeur Secaldi et le docteur Coric dans nos démarches. Et donc nous avons aussi tous les maires de notre territoire de Provence qui nous accompagnent dans ce projet, parce que vraiment il y a un besoin qui s'est exprimé depuis plus d'1 an et demi, où de façon spontanée,
année, 24 familles nous ont sollicité pour savoir où se trouvaient les maisons, comment il fallait y rentrer via trajectoire, enfin tout le process. Et au niveau territoire en région PACA, ça va de Arles jusqu'à Toulon. Donc cela reste vraiment quelque chose parce que l'accompagnement des familles, la présence des familles est vraiment très importante. Et souvent en plus il y a des enfants jeunes. Donc là nous accompagnons notamment Michael et Laetitia, où Laetitia est malade depuis l'âge de 40 ans. Elle en a 44 à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on leur passe un message vraiment amical. Et ils ont 3 enfants, 2 ados, une petite fille de 3 ans et demi qui est née d'un déni de grossesse, d'ailleurs, à cause de la maladie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment la place des enfants qui est vraiment très importante dans ce projet-là. Et le conjoint, parce qu'il y a une rupture sociale, il y a une rupture familiale, il y a une rupture professionnelle également. Donc, au moins, ça permet de pouvoir donner la suite et cet accompagnement de qualité. Et vous avez un engagement donc des autorités de tutelle, comme on dit? Eh ben oui, là on est en train d'attendre. Les dossiers sont prêts. Le département nous suit déjà des Bouches-du-Rhône. Et là maintenant on attend les autorisations de l'ARS PACA. Donc un peu long. Ça commence à le devenir parce que là, ce qui est très frustrant dans notre démarche, c'est qu'on sait que le besoin est identifié sans être créé. Donc, c'est bien que cela répondra à ce besoin pour ces familles. Bravo, là aussi. Merci beaucoup. Alors, on peut applaudir déjà ces 3 initiatives. Et avant peut-être de donner la parole, mais il y a vraiment quelque chose qui me marque. On voit bien que c'est un modèle qui est efficace, qui a une demande énorme, mais quelque part rien ne se passe. Et je me tourne vers vous, Nathalie Hervé. Vous disiez, voilà, aujourd'hui on est dans le droit commun, mais finalement ça a changé quoi quand on entend que vous lancez une expérimentation uniquement sur des fonds privés en plus? Oui, là en tout cas sur la situation des maisons de crawl, donc elles sont passées en droit commun. Les différentes évaluations et la dernière montrent bien en tout cas de l'effet positif et de l'intérêt d'avoir ce dispositif. Là aujourd'hui l'enjeu il va être sur de l'essaimage, c'est-à-dire que d'autres ARS aujourd'hui peut-être je l'ai pas précisé, mais les maisons de crawl rayonnent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes uniquement. C'est-à-dire qu'on ne peut répondre qu'à des personnes qui sont domiciliées sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rien que sur cette région-là, le dispositif est saturé des maisons de crawl. On n'arrive plus à répondre aux besoins de personnes jeunes qui sont domiciliées sur cette région. Donc ça montre bien combien il est nécessaire aujourd'hui de s'appuyer sur des dispositifs comme le dispositif aussi de Cesson, pour pouvoir le déployer, l'essaimer sur d'autres régions pour répondre convenablement, en tout cas à des besoins qui sont réels de personnes jeunes. Et vous disiez le dispositif est saturé. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça? Alors, en effet, aujourd'hui, le fait que le dispositif soit saturé et dans cette réflexion, dans les travaux de concertation menés avec nos autorités de tarification pour le passage, ce qu'on appelle en droit commun, donc avec une autorisation d'exercer sur 15 ans, il a été nécessaire de réfléchir à cette saturation ou quelque chose qui n'était plus dans la logique des maisons de crawl, de ne pas pouvoir répondre à un besoin de personnes jeunes et de les mettre en difficulté avec une rupture d'accompagnement, avec peut-être une orientation vers un EHPAD ou une rupture dans l'accompagnement et pas de solution, alors que nous on est vraiment les maisons de crawl sont la raison d'être et vraiment d'accompagner des personnes jeunes. Si bien que dans ces travaux de concertation, nous avons convenu de ne plus accompagner les personnes jusqu'en fin de vie, alors que ça faisait partie du projet initial des maisons de crawl, c'est d'accompagner les personnes jusqu'en fin de vie, quelle que soit leur situation et leurs besoins. Là aujourd'hui, nous avons dû modifier, en tout cas de faire évoluer le projet initial pour réorienter les personnes qui seraient totalement dépendantes dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc une réorientation soit au domicile, soit vers un EHPAD, pour pouvoir accompagner des personnes jeunes aux maisons de crawl. Sinon, il y avait comme une perte de chance, en tout cas pour les personnes jeunes, puisque aux maisons de crawl, tout est accessible et on travaille vraiment sur le maintien de l'autonomie, sur les capacités résiduelles au niveau de l'équipement, de l'agencement, sur la question aussi de la liberté d'aller et venir. C'est quelque chose qui est important aussi. Aucune porte n'est fermée aux maisons de crawl. On travaille vraiment sur
les respects des droits fondamentaux à travers la liberté, le droit d'aller manger un yaourt quand on a envie, le droit de faire couler un café. Voilà. Donc du coup, comment dire, cette organisation permet vraiment de maintenir les capacités résiduelles de la personne, si bien que quand on a regardé la situation de près et avec le corps médical, ils se sont dit que c'est une perte de chance de ne pas pouvoir être accompagné aux maisons de Crolles quand on est une personne jeune atteinte d'une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Parce que voilà, ce qui a nécessité cette réorganisation et cette réorientation de personnes qui n'auraient plus de bénéfices directs à être accompagnées aux maisons. Merci beaucoup. Jean Dautry, vous voulez réagir? Parce que j'imagine que vous aussi, vous ne pouvez pas répondre à toute la demande. Je suis très attristé qu'on arrive à ces constats. Hein. Tant d'efforts pour arriver aux moments les plus importants qui sont les 2-3 dernières années de la vie de ces malades qui ont besoin à la fois encore plus à ce moment-là de suivi médical. Parce que faire des allers-retours aux urgences, je ne vous fais pas le tableau. Les séjours en hospitalisation, on revient encore plus amoché qu'on est parti. Mais je comprends cette logique de pénurie. Et sachez qu'à Cesson, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on avait prévu dans le projet, ça avait été agréé et validé comme ça, accompagné jusqu'au bout. C'est là aussi d'ailleurs que les thérapies non médicamenteuses sont extrêmement précieuses parce qu'elles apportent aux grands malades un bien-être énorme. C'est-à-dire que il y a un moment où on ne peut plus communiquer, c'est plus possible, la parole n'est plus là. Mais on communique avec le sensoriel. Et ces accompagnements sensoriels sont fondamentaux pour ces personnes en fin de vie. Eh bien, il y a eu pression des autorités tout d'un coup en disant « Oh, allez, on va libérer des places. Hein » et puis, direction EHPAD. La chance dans cette affaire-là, c'est qu'il y a pratiquement aucun EHPAD n'a accepté de les prendre. Et oui, trop lourd. Bon. Eh bien, écoutez, sans transition, on va prendre vos questions ou vos réactions. C'est vrai que c'est une situation, à la fois, on vous admire pour tout ce que vous faites, mais c'est un constat assez terrible au niveau national. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, Monsieur le Président. Oui, c'est simplement pour rebondir sur ce que je crois que c'est la question qui vous concerne tous les trois. Je crois qu'il y a un moment, il faut dire les mots comme il faut. En fait, vous êtes en train de nous mettre en accusation la barrière de l'âge. Ou pas? Alors, pour ce qui concerne les maisons de Crolles, on ne met pas la barrière de l'âge. On a négocié avec nos autorités de tarification et de contrôle que ça soit vraiment au regard de l'autonomie versus dépendance de la personne. Et donc, on ne regarde pas l'âge parce que du coup, ça n'aurait pas de sens, en tout cas au regard de l'intérêt de pouvoir maintenir les capacités résiduelles aux maisons de Crolles. Donc voilà, c'est vraiment plus ce qui est regardé. C'est l'autonomie versus la dépendance de la personne. Est-ce qu'elle a encore un bénéfice à pouvoir se déplacer, par exemple, dans les maisons librement, à pouvoir se servir dans la cuisine? Voilà, c'est plus ça qui va être regardé et qui va motiver en tout cas la réorientation de la personne. Donc on va rarement. C'est la grande dépendance. Donc on va rarement jusqu'au bout de la vie. Aux maisons de Crolles. Alors, on travaille ça depuis 1 an, puisque le passage en droit commun a été acté en septembre 2024. Donc, on est dans cette phase de transition. Après, on a aussi convenu qu'une personne qui était en fin de vie, vraiment en soins palliatifs, en fin de vie imminent, on n'allait pas engager une réorientation. Ça serait quand même malvenu, et pour la personne et pour la famille. Donc là, aujourd'hui, si je vous donne quelques éléments peut-être un peu plus précis, on a eu 5 personnes qui ont été réorientées des maisons de Crolles, qui ne pouvaient plus se déplacer seules. Voilà, qui avaient vraiment une perte d'autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne, qui ont été réorientés vers un EHPAD. Mais ça peut arriver
qu'on accompagne quand même jusqu'en fin de vie et que la personne décède chez elle aux maisons de Crolles en fonction de sa situation. C'est-à-dire qu'on va regarder vraiment de manière singulière la situation de chacune des personnes et on va l'accompagner de manière singulière aussi. On se fixe pas un âge limite de dire voilà, à partir de 65 ans par exemple on réoriente. C'est vraiment pas la question de l'âge, c'est vraiment la question de la situation et est-ce que la personne a encore du bénéfice à être aux maisons versus une personne qui attend une place aussi et qui pourra avoir une perte de chance parce qu'elle va pas avoir de solution adaptée ou elle va pouvoir être dans un EHPAD, dans une unité protégée où du coup il va peut-être y avoir recours aux médicaments parce que le besoin de la personne jeune n'est quand même pas le même besoin que nos aînés et donc du coup ça peut mettre en difficulté l'établissement qui pourrait l'accueillir de par son organisation et sa structuration. Je me permettrai d'essayer de répondre à votre question qui, en fin de compte, comporte deux questions. C'est la barrière d'âge à l'entrée et à la sortie. Alors, à la sortie, vous venez de répondre, voilà la situation dans laquelle on est. Il faut rappeler, sauf à ce que mes connaissances aient complètement été vaines, que la structure d'une masse, maison d'accueil spécialisée ou EAM, c'est un accueil à partir de 60 ans sans limite. Les autorités que vous allez voir et celles que vous démarchez vont vous dire non, 60 ans c'est maximum. Faux, dans les textes c'est pas ça. Il y a cette question-là. Et la question d'entrée, parce que une personne qui a 61 ans, elle pourrait pas y rentrer. En fait, on s'est rendu compte à Cesson que les autorités ont le pouvoir, dans l'autre sens, d'être très large. Je crois qu'une personne de 72 ans est entrée. Oui, alors limité à 60 au départ. Donc, on peut dialoguer quand même avec les autorités, mais ce serait mieux quand même que ça soit clarifié. Et aussi, pourquoi 60 ans? Parce que 60 ans, justement, c'est l'âge légal pour entrer en EHPAD. Et qu'avant, justement, il n'y a rien. Et vraiment, et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la nuit des 60 ans, en fait. Donc, le projet, nous, sur lequel on s'appuie, qui est, je pense, un peu le même que chez Nathalie, c'est d'être diagnostiqué avant 60 ans. Et de pouvoir y rentrer jusqu'à 65 parce qu'il faut à un moment donné aussi mettre quand même une barrière parce qu'il existe d'autres établissements et les EHPAD sont en mesure de pouvoir accueillir les personnes à partir de cet âge-là. Donc il y a une zone grise là qu'il faut absolument colorer à l'heure d'aujourd'hui. La bonne nouvelle pour les personnes handicapées, c'est qu'à 60 ans, elles ne le sont plus. Oui. Elles sont personnes âgées. Effectivement. Et donc, Aurélie, vous, par rapport à Mana, effectivement, on peut applaudir ce propos. Par rapport à Mana, vous avez aussi réfléchi. C'est un accompagnement jusqu'à la fin ou... Justement, nous, quand on a commencé à réfléchir à ce projet, c'est justement de ne pas accompagner la personne jusqu'à sa fin de vie quand la dépendance devient trop importante. On a la chance sur le territoire des Bouches-du-Rhône dans lequel on veut construire notre projet. Il y a beaucoup d'EHPAD et en tant que cadre de santé, j'ai un certain réseau aussi. Donc avec une histoire de parrainage, de pouvoir vraiment permettre aux personnes d'être accueillies sur un autre chemin de vie et dans de bonnes circonstances avec les familles et sur un territoire qui restera tout à fait correct pour tout le monde. Mais un deuxième accompagnement parce que vu le nombre déjà aujourd'hui que nous sommes sollicités de Bien personnes sans être créées, on se dit qu'il y en a d'autres qui seraient en mesure de pouvoir être accueillis et de pouvoir l'accompagner comme tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Alors c'est pas les maisons de Crosne, mais ça va s'appeler les maisons Larribé. Ça, c'est la première pierre a été déposée au mois de juin. Ça ressemble parfaitement à ce que vous avez. À la seule différence importante. Bravo. À 150 mètres, vous avez un EHPAD où il y aura toujours une place de réservée. Ils seront prioritaires. 150 mètres plus loin sur la droite, sur la gauche, vous avez une résidence-service avec toujours une réservation qui sera faite pour les gens. Donc on va continuer le circuit. Ils vont arriver au début et ils vont continuer avec des différences essentielles. 2 maisons, 6 appartements, une entrée commune, mais une entrée séparée également. Une séparation aussi dans les chambres avec tout simplement une cloison isolante si l'aidant
a besoin de repos, qu'on puisse l'attirer. Ça, c'est tout le travail qu'on a fait, France Alzheimer. Moi, j'ai été aussi aidé par l'Union. Et on est arrivé à ce travail-là, et c'est un conseiller départemental qui, en plus de ça, a une école de formation pour les émigrés, pour les former à devenir aides-soignants. Et donc, tout ça, tout le circuit est fait. Loyer, alors parlons d'argent, parce que vous n'avez pas parlé d'argent pour l'instant. Maximum 350 €. Voilà. Merci. Et le financement, et c'est fait comme vous, l'ARS, le département, et l'investissement aussi. Parce que nous avons notre place. Nous allons faire des ateliers pour les gens en début de maladie, la VAMA, le groupe d'entraide. On va créer aussi pour ces gens-là des ateliers. Donc, c'est un ensemble de choses. Il faut savoir que dans l'EHPAD, il y a aussi un médecin, il y a les infirmières, il y a les aides-soignantes. Donc, tout ça, si vous voulez, vous le prenez sur un circuit, 400 mètres des uns des autres. Voilà. Je vais vous dire ça. Voilà, c'est un homme qui a créé ça et nous sommes joints à ce projet. Voilà. Et le projet, il est sur quel département? Le 64, madame. D'accord. 64. Merci. Merci à vous. Vous allez avoir du monde. Non, mais il y a peut-être effectivement une question aussi de différence de traitement entre ARS ou entre conseils départementaux ou voilà. Après, monsieur dit, on n'a pas parlé d'argent. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des éléments sur ce sujet. Combien ça coûte en termes d'investissement? Combien ça coûte pour les personnes accueillies? En termes d'investissement, c'est pas trop le problème parce que vous avez ensuite un loyer. Si vous faites appel à un opérateur, à Cesson, il s'agissait d'un organisme HLM. Comme je vous indiquais, des fonds d'investissement peuvent tout à fait intervenir et répercutent un loyer. Le loyer est intégré dans le prix de journée qui est payé par le département, si c'est un établissement EAM, département ERS. C'est pour ça que les autorisations sont vitales, parce que tant que vous n'avez pas ces autorisations d'ouverture, c'est le financement de l'exploitation qui n'est pas assuré. Les familles, les malades ne payent rien, ils ne payent qu'un reste à charge qui reste dans même pas le montant de l'allocation adulte handicapé dans la plupart du temps. Par contre, tout autre système, habitat partagé, les gens mettent la main à la poche, les EHPAD, etc., les longs séjours également. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que c'est si difficile à obtenir. L'avantage de l'habitat partagé, c'est qu'il n'y a aucune autorisation à obtenir. C'est libre, 100% libre. Vous le faites demain, où vous voulez, quand vous voulez. Sauf que c'est pas du tout la même prise en charge. Exactement. 1,5 personnel pour un malade à Cesson. 1,5. On n'est pas de 0,6 en moyenne. Ça fait évidemment beaucoup d'argent. Simplement, tout ça, ça reste encore beaucoup moins cher que l'hôpital, des journées d'hospitalisation. Parce qu'il faut savoir aussi que dans des centres de rééducation hospitaliers, il y a des gens qui sont là depuis des années et des années. Le prix de journée, c'est pas, enfin, vous êtes à combien? 400, 500 € à peu près. On est un peu plus cher, un peu plus de monde. Voilà. L'hôpital, 5000 par jour. Bien sûr. Oui, je vous rejoins complètement, monsieur Dautry. C'est ce que j'allais dire. C'est la question aussi des coûts cachés. En fait, il faut pas juste regarder le coût de la structure en elle-même, mais plus les coûts cachés quand il y a des hospitalisations, quand il y a des arrêts de travail du conjoint, des aidants, quoi. Voilà, c'est tous les coûts cachés qu'il faut aller regarder. Et pas regarder uniquement le coût de la structure en elle-même, qui en effet, on est sur le secteur du handicap, on a un taux d'encadrement qui est plus important qu'en EHPAD, qui est vraiment nécessaire pour accompagner dans de bonnes conditions les personnes jeunes. Mais derrière, c'est de l'investissement pour de la qualité dans l'accompagnement. Absolument, et j'imagine que vous aurez les mêmes exigences pour Mana. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui. Bonjour, Bonjour. je suis Arlette Mérieux, ancienne présidente. Je voudrais interroger les personnes qui sont là sur l'estrade, notamment pour l'association de Crolles.
À l'époque, quand vous avez commencé à mettre les pieds, excusez-moi l'expression, à recherche de construction, vous parliez beaucoup d'une maison modèle au Québec. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous avez pu adapter ou pas? Est-ce que vous avez pu prendre le modèle tel qu'il était? Moi, j'avais eu l'occasion de visiter la structure au Canada. Je pensais que ça n'avait pas beaucoup à voir avec la mentalité française, mais vous allez peut-être me le démontrer. Je trouve qu'aujourd'hui, vous parlez très peu, pour pas dire pas du tout, de France Alzheimer. Vous découvrez les activités nécessaires, etc., etc. Nous, ça fait 40 ans qu'on a cette compétence et apparemment, ça ne vous a pas intéressé de vous approcher de l'association. Si. Aujourd'hui, je voudrais dire que je préférerais qu'on mette nos efforts sur des structures publiques parce qu'on est là encore dans du privé. Les prix sont hors de prix et c'est illogique. Les gens ne peuvent pas s'offrir les structures. Donc, je regrette, mais j'attendais autre chose de plus positif. Alors, Madame Mérieux, juste pour information, les 3 personnes, elles nous ont été proposées par leurs associations départementales. Après, je sais pas si les associations départementales France Alzheimer, plus exactement. Merci. En tout cas, merci pour ces remarques-là. Peut-être je vais vous apporter quelques éclairages. Alors, je vais essayer de reprendre les différents points. Sur la question d'un établissement public, alors on est en effet, j'ai cité la fondation OVE qui est le gestionnaire des maisons de Crolles. C'est une fondation qui a à but non lucratif. D'accord, donc ce sont des établissements qui sont financés par l'État et il n'y a aucun actionnaire et une fondation qui porte des valeurs humanistes très fortes qui sont celles que vous portez aussi à l'association France Alzheimer. En effet, j'ai pas cité particulièrement France Alzheimer, mais finalement c'est peut-être une erreur de ma part, mais étant tous là dans la journée France Alzheimer, je me suis dit que c'était assez évident et j'en suis désolée, c'est peut-être un impair de ma part, mais en effet on travaille avec France Alzheimer sur le local, sur l'Isère, Savoie, voilà, on est en lien. Et pour le projet des maisons de Crolles, et aussi pour le projet que je vous ai cité de l'équipe mobile expérimentale, où on a eu le soutien. Monsieur Jaouen nous avait fait une lettre de soutien pour la mise en place de cette équipe mobile. Et là, on travaille conjointement avec France Alzheimer, vraiment en local, et pas plus tard que fin septembre 2025 de cette année, on a organisé un colloque où j'ai convié France Alzheimer et qui est monté sur scène à nos côtés pour présenter leurs services, pour présenter leur unité de répit. Donc on travaille très conjointement avec France Alzheimer. Et pour ce qui est de l'approche Carpe Diem, donc en effet, à l'origine du projet des maisons de Crolles, je vous citais l'association Amadiem, donc Madame et Monsieur Prévost, qui sont les fondateurs de cette association Amadiem. C'est une association militante au service des personnes jeunes et des familles vivant avec cette maladie et qui se sont, au détour de leur mobilisation, de leur action militante, rapprochés de Nicole Poirier, qui est en effet à l'origine de ce qu'on appelle l'approche Carpe Diem, en fait, qui est l'investigatrice de l'approche Carpe Diem au Québec. Et les maisons de Crolles sont vraiment emprunts de cette approche-là et qui donne satisfaction. Donc autant dans la question de l'architecture qui a été réfléchie avec Nicole Poirier. Il est à savoir que Nicole Poirier fait partie de l'association Amadiem et est présente aux maisons de Crolles très régulièrement. On peut échanger avec elle. Donc elle est venue nous accompagner sur le projet à l'initial et puis après tout au long de son déploiement, on a des points réguliers avec Nicole Poirier, avec l'association Amadiem. Aurélie, vous voulez ajouter quelque chose? Justement, pour nous aussi dans notre démarche par rapport à notre projet, voilà, tout à fait. Donc Mathieu Bizig, qui est le coprésident de notre association, dans le cadre de son projet ASG, a été accompagné par cette philosophie Carpe Diem. Donc c'est aussi de là aussi que c'est un peu parti notre projet. Et depuis le début, nous, c'est Anne-Marie Catanzaro, qui est la présidente de France Alzheimer des Bouches-du-Rhône, qui nous accompagne. On est en étroit lien avec elle
L'année dernière, donc, nous avons fait notre première réunion publique au mois de juin pour faire connaître notre projet sur la commune de Cabannes. Et elle est venue et elle a parlé justement de France Alzheimer, de son appui. Et depuis, nous sommes très régulièrement en contact. Nous nous rencontrons souvent. Nous participons à des choses en commun parce que, et je rejoins Nathalie, c'est vrai que c'est peut-être un impair, mais c'était une évidence que nous étions là grâce à France Alzheimer. Mais c'est vrai que c'est bien de la citer puisqu'après elle nous a appelés. Est-ce qu'il y a, voilà, Monsieur le Président? Oui, je voulais rebondir sur quelque chose. Depuis ce matin, on parle de beaucoup de sujets et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, il y a un fil rouge, c'est la disparité territoriale. On se rend compte que c'est un obstacle terrible. Or, quand j'ai souhaité que cette table ronde soit proposée aujourd'hui, c'est à la suite de la rencontre avec Monsieur Dautry, c'est un sujet qui est préoccupant pour nous, on en a parlé depuis ce matin, et je pense que France Alzheimer, le moment est venu de travailler, de proposer sur quelque chose qui n'existe pas, dont on sait par contre que ce sera utile. Et à la limite, moi ça me dérange pas, au contraire, c'est de faire avec l'existence ce que vous avez fait, ce qui existe. Et quand on parle de Carpe Diem, oui, je crois qu'il faut aussi s'inspirer des bonnes choses qui viennent de l'autre côté. On peut aborder un autre sujet qui a été très peu abordé ce matin, mais le baluchonnage, il vient bien de l'autre côté aussi. Or, France Alzheimer est aujourd'hui positionné pour défendre le baluchonnage. Donc, je crois qu'il faut qu'on s'inspire de ce qui existe déjà, travailler tous ensemble. Moi, quand j'ai rencontré Monsieur Dautry, j'avais été choqué. Je crois qu'Hélène vous m'accompagnez d'ailleurs ce jour-là. C'était cette fameuse barrière de l'âge. Parce que si on raisonne administrativement parlant, à 60 ans, on met dehors les gens. On est d'accord. Je pense qu'il faut mettre des mots à leur place. Ça, il faut combattre. Et ça, c'est là qu'il faut imaginer ce qui n'existe pas et de proposer quelque part, et sortons de cette disparité territoriale et sortons de cette barrière de l'âge qui fait partie du plaidoyer de France Alzheimer depuis des années. Absolument. Merci beaucoup. Oui. Oui, France Alzheimer Vaucluse, encore une fois. Nous sommes très concernés par le projet de Mana parce que nous sommes seulement 20 kilomètres de Cabannes. Alors ça veut dire que nous sommes l'association limitrophe et nous accompagnons bien sûr des personnes malades jeunes comme toute autre personne aussi. Mais effectivement, je pense que c'est nécessaire de mettre en place le plus de structures possibles pour répondre aux plus de personnes possibles. Et je rejoins, par contre, Madame Mérieux et Monsieur Jaouen, existe aujourd'hui, et ça, peut-être on n'a pas assez dit, des accompagnements très très précis de France Alzheimer pour les personnes malades jeunes, les éducations thérapeutiques pour le patient. Il existe aussi le suivi des personnes malades jeunes, et nous avons dans notre accueil de jour des places pour les personnes malades jeunes. Ceux qui souhaitent, il y a d'autres qui souhaitent être avec des personnes tout âge, parce que nous on fait pas forcément non plus cette notion d'âge. Ça dépend de la personne et comment elle se sent. Et je pense qu'on doit travailler effectivement en partenariat. C'est très important parce que notre travail, c'est l'orientation vers les orthophonistes, vers les équipes ESA, vers les EHPAD si c'est nécessaire. Mais aussi, on rencontre quand même un grand problème, c'est le développement des soutiens à domicile aussi. À domicile, la personne qui est en parlant des malades jeunes qui perd son travail, qui est seul à la maison toute la semaine parce que le conjoint travaille encore, comment il vient en accueil de jour, avec quel transport, comment il vient au suivi des personnes malades jeunes ou au groupe de parole, comment il y a pas assez des moyens, et on a parlé de handicap cognitif. Oui, là, je pense que la politique doit encore faire beaucoup de choses pour aider des personnes à avoir une réponse adaptée à leurs besoins. Et il y a des personnes qui aiment la collectivité, des autres pas. On le sait très bien, c'est très individualisé. Merci beaucoup. Alors, et peut-être un futur partenariat avec grand plaisir, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais merci beaucoup pour ces précisions. Oui, on va prendre votre question.
Moi ou c'est qui, moi? Oui. Oui. Je souhaiterais savoir par rapport au prix de 350 € annoncé, quelle est la CSP, la catégorie socio-professionnelle accueillie? Est-ce que l'ensemble des habitants est habilité forcément à l'aide sociale ou est-ce que c'est toutes les catégories professionnelles, toutes les catégories de personnes qui peuvent avoir accès? Merci pour cette question. Pour les maisons de crawl, je pense que pour Cesson, c'est à l'identique. En fait, on ne regarde pas du tout la question de la catégorie socio-professionnelle. Toutes les personnes déposent un dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement au niveau du département. Et c'est le département après qui, en fonction des revenus et des ressources de la personne, calcule. Donc, voilà. Donc, il y a une habilitation à l'aide sociale. Hein. Pardon ? On ne vous entend pas, madame. Attendez, le micro arrive pour un complément. Donc nous sommes d'accord, il faut absolument avoir une habilitation à l'aide sociale. Si vous n'êtes pas habilité à l'aide sociale, vous ne pouvez pas rentrer en maison de crawl. Non, c'est Voilà. c'est l'établissement en fait. C'est habilité à l'aide sociale en fait. C'est pas Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez une partie des places non habilitées à l'aide sociale qui permettrait toutes les places sont habilitées l'ensemble? à Vous êtes à 100% financé Oui, département. Exactement. C'est toute la, Département ARS. Ok. c'est toute la différence avec les EHPAD. Ben, Vous vous avez avez- aussi des EHPAD à 100% à l'aide Voilà. sociale, pareil. Voilà. C'était juste pour savoir si vous aviez une partie. Parce que là, on est sur le champ du handicap. Voilà. On est sur le J'ai champ compris. du handicap et parce que c'est évidemment moins courant que les EHPAD, hein, ces établissements dont nous parlons. Pour comprendre, lorsque ce champ du handicap s'est ouvert, j'ai plus la date, mais c'était aux années Giscard et même avant, à partir de 60 ans, c'était de considérer que la personne handicapée était seule au monde et qu'il fallait que la collectivité paye son établissement, à la différence des personnes âgées. Et donc, de ce fait-là, il n'y a aucune participation des familles, mais qui est dérisoire et qui, par rapport aux droits d'âge, qui sont maintenus de toute façon. Hein. Donc, c'est pour tout le monde, quels que soient les revenus, et sans vraiment de différence de participation entre les personnes. Et c'est pour ça que nous avons tellement de difficultés à obtenir les autorisations. Merci beaucoup. Oui. Alors, on va prendre une dernière question. Allez-y, madame. Ah ben, deux. Christiane Remakers, je suis la présidente de France Alzheimer Isère. Donc ma question est en direction de Nathalie Hervé, puisque dès l'origine, France Alzheimer Isère a été pour la création des maisons de crawl. Nous jouons, enfin c'est pas un jeu, mais disons que les familles qui nous contactent sur Grenoble et l'agglomération, nous les envoyons et nous leur demandons de contacter les maisons de crawl dès l'instant que la personne a été diagnostiquée et à moins de 65 ans, puisque c'est ce qui est marqué dans le flyer de l'association. J'ai eu des retours de personnes qui nous ont dit oui, mais il faut être dans la catégorie personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est pas via trajectoire qui va aller en direction des maisons de crawl, c'est bien sur la catégorie personnes handicapées. Je préfère dire situation de handicap. Or, les personnes qui sont diagnostiquées ne sont pas automatiquement déjà dans cette catégorie, n'ont pas fait de démarche. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous aidez à faire cette démarche si les personnes n'y sont pas, et si elles n'y sont pas, c'est 60-62 ans la AH, ça va pas plus loin. Donc entre 60 et 65 ans, question. C'est vrai que dans les critères d'admission aux maisons de crawl, il y a cette nécessité d'être reconnu en situation de handicap avant l'âge de 60 ans. C'est des critères qui étaient posés sur le cahier des charges d'ouverture des maisons de crawl. Donc après, les maisons de crawl, en effet, si les personnes nous contactent, on accompagne pour faire la démarche. Mais ça veut quand même bien dire que si on est dans une situation, si la personne est dans une situation où elle n'a pas été reconnue dans une situation de handicap avant l'âge de 60 ans,
ça veut dire qu'elle ne peut pas être accueillie par les maisons de Crolles. C'est un critère incompressible, cette question d'être reconnue en situation de handicap avant l'âge de 60 ans. Et après, on avait réussi au niveau du critère d'âge sur l'admission possible aux maisons de Crolles de le pousser jusqu'à l'âge de 65 ans. Et cette notion aussi, je vous évoquais la question du chemin progressif du chemin progressif pour venir s'installer aux maisons de Crolles. On considère que si la personne commence de l'accueil de jour, par exemple, avant l'âge de 65 ans, si elle n'est pas encore admise à vivre au quotidien aux maisons de Crolles, ça n'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle commence le chemin progressif avant l'âge de 65 ans et après, elle chemine le temps nécessaire pour venir s'installer aux maisons de Crolles. Non, merci. Moi, c'était plutôt l'entrée, l'accès. Voilà, le fait de pouvoir entrer aux maisons de Crolles. Donc, c'est ces deux critères-là, c'est d'être reconnu en situation de handicap avant l'âge de 65 ans et de cheminer, en tout cas, de déposer une demande d'admission et de commencer à cheminer vers les maisons de Crolles avant l'âge de 65 ans. Et bien sûr, d'avoir un diagnostic posé. Ouais, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Allez, on prend une toute dernière question, Monsieur Despès. Je vous ai vu lever la main. Oui, ma réflexion par rapport à ce que vous nous présentez, c'est qu'en réalité, vous êtes chacun dans votre couloir et c'est pas facile pour obtenir. Donc je pense qu'un partenariat officiel, travailler sur un concept qui peut partir du vôtre, sur une structure plutôt orientée à Iselmer, aurait plus de poids au niveau national pour obtenir toutes les autorisations. Je prends un exemple, Mana était venu nous voir, puisqu'on n'était pas loin, l'Hérault, il y a 2 ans, grosso modo, et depuis 2 ans, ça rame encore. Alors qu'ils ont déjà bien avancé. Et il vous manque une identité forte au niveau du ministère. Et ma réflexion, c'est de dire, est-ce que ça peut pas être creusé par rapport à vos expériences, d'affiner un concept et qu'on puisse le faire, disons, homologué clairement, disons, dans une prise en charge d'une stratégie qui peut rejoindre celle qui nous a été présentée ce matin, puisqu'il y a des alternatives. Donc voilà la réflexion, moi, qui me vient à travers tout ce que vous avez créé. Vous êtes des pionniers, donc c'est bien. Bon, maintenant, les pionniers, après, il faut démultiplier. Et je crois que là, il se peut qu'il y ait quelque chose à regarder dans ce sens-là. Voilà, moi, ma perception. Oui, c'est intéressant. On a pu échanger ce matin par rapport aux tables rondes. On a pu échanger de manière informelle justement pour dire, en tout cas, sur ce qui est de la question de la personne jeune vivant avec une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Il est nécessaire de tirer des enseignements, en tout cas des structures qui sont déjà existantes, et de voir comment on les déploie en national. Et c'est bien de ça qu'on a échangé de manière informelle. Et quand je me souviens pas de son nom, Capucine Ulian. Voilà, disait bien qu'elle allait faire un état des lieux, en tout cas de ce qui est déjà existant, pour pouvoir modéliser peut-être quelque chose qui répondrait complètement aux besoins des personnes sur l'ensemble du territoire. Parce que l'idée, c'est quand même de couvrir sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'on l'a tous en tête que c'est aussi important de ne pas être délocalisé géographiquement de son domicile. Je vous disais, les maisons de Crolles, on rayonne nous sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est quand même une grande région. On a quand même principalement des personnes qui sont des départements limitrophes à l'Isère. Les maisons de Crolles sont en Isère. On travaille quand même sur le local, parce que on sait bien que de proposer un accompagnement qui va être adapté, mais qui finalement va être à 400 km de chez soi, ça veut dire que on induit presque une rupture familiale si elle n'y était pas déjà, en fait. Donc, d'où l'importance de pouvoir avoir des petits dispositifs, parce qu'en plus, Monsieur Daudry le disait très bien, c'est des petites structures. C'est important qu'on soit aussi sur un niveau familial, un niveau, une taille en tout cas humaine qui permette la collectivité et qui permette aussi d'avoir des espaces plus individuels et du coup d'avoir la proximité aussi de la cellule familiale pour ne pas avoir de rupture. Merci beaucoup. Jean Daudry, Aurélie Ajoux, vous voulez... Oui, allez. Je rejoins complètement ce que vous venez de dire. J'ai une question à vous poser. Pour rejoindre ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que c'est utopique de réaliser une structure départementale au niveau de la métropole? Est-ce que c'est utopique?
Alors, c'est-à-dire d'avoir des structures dans tous les départements. Absolument. Pour moi, ça me semble pas utopique, ça me semble être nécessaire. Moi, j'ai écouté des aidants qui parlaient et qui disaient « Nous irons là où on nous proposera quelque chose parce que rien n'existe. » Ça s'entend. Et deuxièmement, ce qui est motivant, je l'ai entendu à l'époque où j'étais président départemental, dans ce qu'on appelait à l'époque des conférences de territoire. On nous disait à l'Assemblée qu'on était là, proposez-nous une feuille de route pour l'année. Moi, je me rappelle, j'étais déjà motivé par les malades jeunes. J'ai dit, il y a une préoccupation, c'est les malades jeunes. La réponse a été non. C'est pas intéressant, ils sont pas assez nombreux. Ça me motive, moi. Et je sais on a fait des calculs tout à l'heure. Attendez, même dans ce qu'on propose, on n'absorbera pas le besoin. Mais il n'empêche que, par contre, votre expérience nous sera utile, parce que je rebondis aussi sur ce que dit Gérard. La force de plaidoyer de France Alzheimer peut faire réfléchir beaucoup de choses. Complètement. Mais c'est sûr que je vous rejoins sur du département. Il faut penser des petites structures, même si sur le modèle économique, c'est pas toujours ce qui est le plus viable, mais ça veut dire qu'il faut quand même la réfléchir. Et au niveau du département, ça veut dire qu'on permet aussi de maintenir le lien familial avec la personne, qui est quand même indispensable et essentiel pour son bien-être. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir trouver des structures à proximité en fait de chez soi qui permettent d'accompagner les personnes dans de bonnes conditions. Ça c'est certain, je vous rejoins aussi. Bon, Monsieur le Président, je vous dis banco, parce que je vous dis nos projets ils sont dans les cartons, ils ont été refusés, soutenus par, je pense par exemple au projet lyonnais, le corps médical entier était pour, les politiques, France Alzheimer était dans la boucle. Mais non, refus de l'ARS. Refus, non. On n'a pas d'argent, c'est pas question. Enfin voilà. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, il faut monter à un niveau au-dessus. Il faut saisir les ministres, les gouvernements. Nous, c'est notre projet. La force, c'est que c'est tout un réseau qui a été monté au travers de la France pour soutenir ce projet-là. Et même Sarkozy à l'époque s'en est mêlé. Il a soutenu personnellement. J'ai une lettre de sa part. Donc, c'est comme ça que ça a pu avancer. Et j'en ai tiré cette conclusion qu'au final, si on ne va pas au plus haut niveau, au sommet de l'État, pour avancer, on n'avancera pas. La démonstration est faite déjà depuis 10 ans, au moins. Merci beaucoup, Aurélia Joug, tout à fait. Donc voilà, vous êtes, tout est dit, très bien. Eh bien, écoutez, merci encore, on vous applaudit une nouvelle fois. Et donc, on en reparle.